Mesdames, Messieurs, je vous prie de prendre place, nous allons reprendre. Nous accueillons donc pour cette table ronde, là encore, des invités prestigieux, des experts. Jean-Luc Simon, pour commencer, militant associatif pour le respect des droits de l'homme, fondateur du groupement français des personnes... Oui, mais on peut l'applaudir, je reprendrai la parole. Fondateur du groupement français des personnes handicapées, le GFPH, administrateur de l'Organisation mondiale des personnes handicapées, OMPH-DPI. Il développe une pratique de soutien par les pairs, la pair émulation. On enchaîne avec Steph Bonneau-Briet, experte d'usage autiste, cofondatrice et directrice conseil de VIA, Vie, Individu, Autonomie. Responsable associative, militante au sein d'Autisme Europe, Andy Voice, Paris, personne autiste pour une autodétermination responsable et innovante, membre du Conseil national des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Alicia Jovin nous rejoindra, elle est bloquée dans les bouchons. Non, elle est là, on m'a mal informé. Alicia, venez, venez. C'est le mien en même temps, alors je vais quand même me garder une petite place. Voilà. Je peux déplacer celui-là? Oh, ça va aller, ça va aller, ouais. Alicia, venez, bonjour. Alors, quelques mots sur Alicia, chargée de mission, pair, accompagnement et empowerment à la direction des métiers, de la formation et des opérations de la Croix-Rouge française. Et c'est pas tout, également présidente et membre fondateur du think tank Andy Voice, engagée sur toutes les questions d'autonomie, d'empowerment et de représentation du handicap. Quatrième invitée, Catherine Maillot. Elle met à profit son expérience personnelle et professionnelle dans les ressources humaines, l'humanitaire et l'insertion au sein de Soutien Insertion Santé depuis 2017 en tant que référente unique d'insertion et pair aidante professionnelle. Elle est également diplômée du DU Traitement des psychoses de l'Université Paris 13 et créatrice du site solidaritéusagepsy.fr sur lequel on trouve une mine d'informations. L'adresse exacte, solidarité-usagepsy.fr. Camille Niard, médiatrice de Santé Pair. Médiatrice de Santé Pair depuis 2 ans au CRR, le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, et au CL3R, Centre Lyonnais référent de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive du Vignatier à Lyon. Elle a également participé à l'élaboration du tout nouveau programme du DU Pair Aidance en santé mentale porté par l'Université de Lyon 1, créé par le docteur Nicolas Franck. Et enfin, Catherine Page, diplômée en lettres et en cinéma. Un parcours très riche là aussi, bibliothécaire, journaliste, enseignante, autrice et réalisatrice de films documentaires. Après un diagnostic tardif de troubles du spectre de l'autisme, elle s'est formée à la pair aidance, là encore au CRR de Lyon, aux thérapies d'activation de la conscience au CITAC, et elle poursuit le rêve assez fou de s'installer en libéral et en zone rurale. Et je crois que Alban Roll n'est pas arrivé, lui. Et là, c'est pas du pipeau. Si, il est là, il est déjà là, on peut l'applaudir. À l'origine, pair aidant bénévole sans formation professionnelle, il est salarié comme médiateur de Santé Pair depuis maintenant plusieurs mois au sein du dispositif ACT, appartement de coordination thérapeutique, un chez soi d'abord, à Toulouse. Il a le projet de suivre la licence, parcours médiateur de Santé Pair. Il a d'ores et déjà obtenu le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires. Merci à toutes et tous d'être là. Alors, pour commencer, j'ai envie de donner la parole à Steph Bonneau-Briet. Vous avez un micro un peu loin de vous, donc je vous le donne, voilà. Normalement, ça marche. Ils sont tous branchés. Et alors, Steph, vous m'avez beaucoup parlé, et puis je sais que vous êtes très impliqué dans l'autonomisation, le respect des droits, la qualité de vie. Et donc, j'ai envie de vous lancer un peu sur ces sujets-là, et peut-être en commençant sur l'autodétermination.
Alors oui, enfin, au niveau de l'autodétermination, c'est vrai que c'est un sujet dans lequel on parle beaucoup. C'est un mot qui est de plus en plus vulgarisé, mais faut-il encore savoir ce qu'on met derrière l'autodétermination, parce que c'est très à la mode. Mais derrière, il y a des réalités de vie. Et c'est vrai que, alors peut-être dans le contexte spécifique de l'autisme, oui, ou évidemment. voilà, on a effectivement peut-être, en tout cas moi, une préoccupation plus spécifique sur comment va se décliner l'autodétermination sur l'ensemble du spectre de l'autisme. Parce que c'est quand même un handicap avec des expressions très diverses et très variées. Il y a des personnes effectivement qui sont à même de s'exprimer, qui ont une certaine fonctionnalité, mais on a aussi des pères qui sont très touchés par le handicap. Et il serait bien de ne pas oublier, quand on parle d'autodétermination et d'empowerment, comment on donne accès aussi à ces notions-là à des personnes qui sont moins en capacité, en tout cas de manière apparente, de manière habituelle, à communiquer et à s'affirmer. Donc c'est vrai que pouvant aussi être amené à côtoyer ces personnes dans les établissements, je crois que sous des termes comme ça, qui peuvent sembler un peu pompeux, il faut rappeler qu'il y a des réalités très simples. Le pouvoir de choisir et le pouvoir d'agir, ça se décline et c'est quelque chose de transversal. Donc oui, on peut très bien nous interroger sur le choix d'un métier, le choix d'un projet de vie. Moi, quand je vais dans un établissement, que je vois un adulte autiste avec un handicap, une forme de handicap sévère, qui le matin ou le soir, par exemple, va plutôt vers son pyjama bleu et qui a un aide-soignant qui lui dit « Ah bah non, je t'ai sorti le vert », bah, l'autodétermination, elle commence ici. Et sur l'autonomie, là, le rôle du père aidant, il doit être... ça peut aider, non? C'est un peu naïf ce que je pose comme question. Mais... Oui, on espère, c'est pour ça qu'on est là. Donc ouais. j'espère que le père aidant peut aider. Après, la question, elle est aussi peut-être de toujours rester dans cette dynamique, effectivement, de réciprocité. Je fais de la pérédance spontanément, de la pérémulation aussi, ce qui est un petit peu différent. Je crois que ce qui est important et ce qu'on va retrouver aussi d'ailleurs dans l'acte d'accompagnement que doivent avoir les professionnels vis-à-vis des personnes en situation de handicap, c'est qu'il n'y a jamais une personne qui est passive dans cette histoire. Et je crois que la pérédance telle qu'on essaye de la porter, de la démontrer, est peut-être aussi un modèle, entre guillemets, à suivre par rapport aux professionnels, aux gens qui ne sont pas forcément nos pairs, mais qui sont dans un acte d'accompagnement qui doit toujours favoriser l'autonomie. Et là, il y a quelque chose qui se joue, et je crois qu'aujourd'hui, la pérédance, elle questionne aussi l'action des professionnels vis-à-vis des personnes dites vulnérables. Il n'y a pas très longtemps, je suis intervenue sur finalement une fausse opposition, mais dont on parle très souvent, qui est l'opposition entre les disability studies et l'éthique du care. Il faut savoir que dans l'éthique du care, il y a une notion d'autonomie qui est très forte à l'origine et qui a été détournée. Donc il faut, je pense, remettre ça à l'ordre du jour et se souvenir que dans la relation d'aide, il n'y a jamais un sujet passif. Or, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de soignants, accompagnants, qui mettent encore trop la personne en situation de handicap dans cette position passive. Et je crois que la pérédance va peut-être aussi permettre de rétablir un équilibre. Jean-Luc. Bonjour. 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 On s'est déjà vu, mais notre auditoire ne le sait pas forcément. Alors, vous aussi, enfin en tout cas, de ce que vous m'avez donné l'opportunité de lire, parce que je connaissais beaucoup moins bien la pérédance, la pérémulation, pardon, que la pérédance. Voilà, j'ai pu là aussi prendre la mesure de ce que peut représenter l'autonomie et le rôle de la pérédance dans ce domaine-là, entre autres. Et voilà, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire quelques mots là-dessus? Moi, je vais vous parler de la pérémulation
hein, puisque c'est la pratique que je connais et qu'on développe depuis... On s'y attendait un peu. Oui, c'est, je dirais, mon cœur d'activité. Cette pérémulation, ce que j'ai entendu ce matin m'a déjà beaucoup éclairé, parce qu'en ce moment, effectivement, nous sommes dans une espèce de vague de pairs. Cette vague de pairs, elle nous fait apparaître plein de pratiques qui ont toutes leurs valeurs, mais qui ont chacune leurs caractéristiques. La paire aidance, dont on parle depuis ce matin, le paire accompagnement, l'advocacy, la paire émulation, les patients experts, les pairs accompagnateurs. Il y a un tas de dénominations. Ce qui m'est apparu ce matin de très différent, c'est vraiment la notion de rétablissement. Et parce que pour nous, le rétablissement, si vous voulez, on n'y croit pas trop. Donc le rétablissement n'est pas une option. Et puis il y a, c'est quoi le rétablissement? Je pense que la définition du rétablissement, je pense que les pairs accompagnateurs, les pairs accompagnants, ont leur propre définition du rétablissement, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux atteindre, vers où je vais. Nous, l'émulation, la paire émulation, elle peut pas s'appuyer sur ce concept de rétablissement. On ne peut pas accompagner les individus, les personnes, ou les encourager, parce que l'émulation, c'est aussi l'encouragement, c'est la stimulation, c'est le donner envie d'eux. Hein, c'est la clé de démarrage, hein, le donner envie d'eux. C'est-à-dire d'être suffisamment dans la compétition pour pouvoir dire, pour pouvoir doser les choses et dire, regarde ce que je fais, peut-être tu peux faire un peu de la même façon. Regarde ce que tu crois impossible et finalement, regarde comment on peut faire. Ça, moi, je l'ai senti de mes premiers tours de roue en fauteuil roulant. J'ai vu l'évidence de ça auprès de mes pairs paraplégiques auxquels j'ai eu la chance d'avoir accès finalement, hein, parce qu'ils étaient plus expérimentés que moi et ils m'ont tout transmis. Mais on n'est pas là, on peut pas dire à la personne, je vais t'aider à retrouver ce monde-là parce que tu vas te rétablir et pouvoir reprendre contact avec les éléments de ta société, en tout cas ceux qui t'y accrochent. Non, ce qu'on va lui dire, c'est tu gardes la même valeur, tu as moins de capacité, mais tes valeurs mais ta valeur reste la même, ça c'est sûr, hein, je crois que c'est la première chose qu'on dit. Tu as la même valeur et tes droits ont la même valeur, c'est-à-dire que tu dois pouvoir continuer à avancer dans la vie avec la même détermination, quelles que soient tes capacités. Et maintenant que tes capacités sont un peu réduites, voire transformées, que tu dois développer d'autres capacités, quelles sont-elles? C'est-à-dire, voilà, moi, ce que j'ai développé, voilà ce que tu pourrais développer. Donner la perspective, parce que le handicap, c'est souvent la limitation et l'impossibilité, ce qu'on ne peut plus faire. Et le père émulateur, il est là pour émuler, c'est-à-dire donner envie d'eux et aller titiller là où ça peut taper, parce qu'on y est passé et donc on sait ce qui peut là où ça peut taper et ce qui peut interpeller la personne. On peut se permettre, le père émulateur peut se permettre beaucoup plus que l'éducateur ou le rééducateur ou le soignant à côté, qui lui n'est pas en situation de handicap, parce qu'il va s'entendre dire, oui, de toute façon, toi tu ne connais pas la situation que je vis. On ne peut pas savoir. Alors que on ne peut pas savoir, avec nous, il n'est pas possible. C'est-à-dire que nous, forcément, on a traversé, ça se lit sur nous, ça se voit sur nous, on a traversé ça. Donc c'est une des caractéristiques aussi de la pérémulation qui est née au sein des personnes en situation de restriction motrice, je dirais, hein, physique, ce qu'on appelle handicap physique. Donc c'est une des grosses différences. Ce rétablissement n'est pas une perspective. Quelque part, ce que je vois de la pérédance aujourd'hui, c'est amener l'individu à se conformer un peu plus au monde qui l'entoure en retrouvant sa santé, alors que nous sommes dans une dynamique où la personne, on sait qu'elle ne retrouvera pas la marche, par exemple, ou qu'elle ne retrouvera pas son bras. Et donc, ce n'est pas apprendre à se conformer mieux au monde qui l'entoure, mais apprendre plutôt à faire en sorte que le monde soit plus adapté à mes capacités, à ses capacités, c'est-à-dire adapter son environnement, adapter les comportements de l'autre, être dans l'éducation, dans la formation, pour adapter le fonctionnement des autres à mon fonctionnement à moi et à mes besoins, ou aux besoins des personnes que je représente et qui sont un peu les mêmes que moi, qui en tout cas qui expriment les mêmes choses. C'est transformer mon environnement physique aussi, c'est pour pouvoir accéder à ma salle de bain, conduire une voiture et avoir toutes les activités de la vie courante que chacun d'entre nous a.
Donc on est là dans la transformation de l'environnement social et physique, alors que le pair accompagnement a vraiment plus cette notion de normalisation finalement, hein, de ramener vers un état de santé. Donc il y a aussi une notion de santé. Donc vous voyez que les différences sont quand même fortes. Donc voilà les deux actions. Et les deux ont leur valeur, bien évidemment. Mais l'une plus dans le soin, effectivement, il y a une part de soin plus importante peut-être il y a un enjeu de soin plus important dans l'accompagnement psychosocial. Alors que nous, il y a un maintien de la santé, il y a aussi des notions de soins et de maintien de sa santé, hein, quand je pense à par exemple, aux problèmes qu'on connaît, nous, paraplégiques, hein, ce qui peut avoir trait aux escarres, à la fonction urinaire, à la fonction sexuelle. Tout ça sont des trucs qui sont très concrets et sur lesquels on peut avancer ensemble et qu'on va échanger beaucoup plus facilement entre personnes concernées qu'avec des représentants d'une normalité dont on se dit qu'ils n'ont qu'une idée sûre, mais pas en tout cas l'expérience de... Je vais m'arrêter là. Non, je voudrais vous faire parler d'autre chose, enfin, si vous êtes d'accord. Oui. Il y a quelque chose enfin, il y a peut-être un dénominateur commun, au moins, hein, à mon avis, il y en a d'autres, mais entre père aidant, enfin, père aidance et père émulation, c'est notamment cette notion de distance à soi, d'objectivation, voilà, de distance critique dans le rôle dans ce rôle-là. Ce qui est clair, notre produit commun, quelque part, c'est l'expérience. C'est l'expérience de la situation d'exclusion pour une raison, pour différentes raisons, pour des raisons de santé et pour des raisons de fonctionnement. Ça, c'est l'expérience que nous avons en commun. Nous avons en commun de vivre cette exclusion et nous vivons en commun d'avoir à rebâtir une identité, c'est-à-dire à être fiers de ce que nous sommes. Ça, c'est ce que nous avons en commun. Quelles que soient mes déficiences, qu'elles soient psychosociales, qu'elles soient motrices, qu'elles soient sensorielles, je garde la même valeur. C'est-à-dire que je peux avancer dans la vie avec la même fierté, avec la même assurance. Ce n'est pas parce que je ne peux pas faire ça que je ne peux pas le faire dans telle circonstance, dans tel contexte, que je ne pourrais pas le faire dans d'autres contextes et dans d'autres circonstances. Pardon. Et mes droits à l'accès à toutes ces capacités-là, à toutes ces fonctions-là, toutes les fonctions d'un individu, à tous les droits de l'homme, ou de la personne plutôt, les droits humains, me sont accessibles parce que même si je ne peux pas marcher ou si je ne peux pas entendre, ce qui m'est proposé en termes je dois pouvoir me rendre comme dans les lieux d'éducation, dans les lieux de vie, et je dois pouvoir avoir accès à la culture, à la science, à l'éducation, quelles que soient mes déficiences. Donc, j'ai la même valeur. C'est la première chose que nous apportons, nous, père émulateur, père accompagnant. Et donc ça, c'est notre socle commun. Nous avons la mission, en tout cas, nous avons l'objectif de faire en sorte que l'individu retrouve une fierté de lui-même, qu'il n'ait plus honte de ce qu'il est, qu'il n'ait plus honte ni de sa maladie, ni de sa déficience, ni de... voilà, qu'il puisse avancer dans la vie d'une façon, la tête haute. Et je crois que garder cette tête haute, c'est vraiment le trait commun à toutes ces pratiques-là. Ensuite, elles se déroulent différemment dans la vie. Les pères aidants, par exemple, ou les pères accompagnateurs, mais les pères aidants, je crois bien, sont intégrés, comme ça a été évoqué ce matin, intégrés au système de santé. Ils sont salariés pour certains. C'est quelque chose que les pères émulateurs gardent une distance beaucoup plus nette, beaucoup plus marquée vis-à-vis de la structure. C'est-à-dire que pour les pères émulateurs, le père émulateur ne peut pas faire partie de la structure. Il ne peut pas porter la blouse blanche. Il travaille en bonne entente avec les professionnels, il ne contredit pas les professionnels, il avance avec eux en coordination, mais il ne fait pas partie de l'équipe. Il est proche de la personne qui est à accompagner, qui l'accompagne. C'est avec elle qu'elle doit se reconnaître. Et c'est elle qui doit se reconnaître en lui. Voilà. Alors, c'est pas posé comme ça de façon définitive, c'est l'état actuel de notre réflexion. Et que rien n'est définitif. Hein. Nous sommes dans une élaboration qui va bien sûr s'adapter au fur et à mesure des découvertes, ou en tout cas des constats. Il y a une phrase très belle que j'ai lue qui résume un petit peu ce que vous venez de dire, c'est se mettre à distance pour mieux agir à la proximité.
Ça peut être dit comme ça. Ça peut être dit comme ça, se mettre à distance pour mieux. Alors, c'est ce qu'il y a de commun entre tous les pairs, finalement. Hein. La formation que nous lançons, une formation d'intervenants pairs, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu des expériences de troubles, enfin, ou de maladies psychosociales, ou de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de handicap, ce qu'on appelle en général. On va amener les individus à analyser leurs propres expériences et à la mettre en œuvre au service de la formation, de l'information, de la formation de leurs pairs et de l'information et de la formation des professionnels. Ça, c'est les intervenants pairs auront une formation transversale qui sera focalisée autour de cette transmission de l'expérience vécue, prise de distance et attitude pédagogique. À partir de cette formation de tronc commun, chacun pourra faire une semaine ou un mois ou quelques heures de formation complémentaire qui lui permettront d'accéder à un brevet ou à une capacité de père émulateur ou de père aidant ou de père accompagnant ou de père advocate, en fonction des pratiques qui existent. Mais il aura ce socle commun d'intervenant père, c'est-à-dire qu'il sera habilité à pouvoir intervenir auprès de ses pairs selon les techniques auxquelles il sera formé. Merci Jean-Luc. Voilà. Catherine, je vous invite à prendre un micro. Vous aussi, hein, vous parlez de l'objectivation, de la distance, mais je voudrais commencer par quelque chose de plus global. Une des premières choses que vous m'avez mentionné, c'est que la père aidance, c'est un métier complexe. C'est un métier complexe parce que il nécessite d'avoir du savoir-faire, des compétences et aussi du savoir-être. Le parcours expérientiel, c'est du savoir-être, c'est ce que l'on est. Il repose sur un processus d'identification parce qu'on apporte de l'espoir à d'autres usagers. De notre côté, des fois, il y a de la projection, là, il faut être particulièrement vigilant pour notamment avoir conscience que chaque parcours de rétablissement est singulier, qu'on ne peut pas plaquer soi-même ce qu'on a réussi à mettre en route, les ressources qu'on a pu mettre en route dans le parcours, ça ne se plaque pas facilement sur le parcours de quelqu'un d'autre. Ça nécessite d'ailleurs d'avoir des fois l'humilité de ne pas pouvoir être aidant, même auprès d'autres usagers en santé mentale. Je crois que les professionnels, qu'ils soient soignants, qu'ils soient pères aidants professionnels, voilà, il y a des fois, il faut accepter de ne pas pouvoir être aidant dans un parcours de rétablissement. Oui, c'est un métier complexe qui ne repose pas que sur le savoir expérientiel, qui nécessite aussi des compétences qu'on peut apprendre lors d'une formation, donc savoir pédagogique, animation, formation, droit, puisqu'on est là aussi là pour informer les usagers en santé mentale de leurs droits. Donc les formations comme le CCOMS qui a mis en place ce dispositif qui relie à la fois l'expérience terrain et la formation me semble très pertinent. Pour autant, il y a X manières de travailler comme père aidant aujourd'hui. Il n'y a pas que des pères aidants salariés. Salariés, il y a le modèle du CCOMS, il y a le modèle d'un chez-soi d'abord. Bon, moi, je suis père aidante salarié dans une association médico-sociale. Je n'ai pas du tout suivi ce cursus. Il y a des pères aidants bénévoles au sein des groupes d'entraide mutuelle, au sein des associations d'usagers. Je pense par exemple à quelqu'un comme André Bitton du CRPA qui a donné des heures et des heures de son temps pour aider des usagers en santé mentale dans leur parcours des fois juridique. Donc tout ça, effectivement, c'est complexe. Ça nécessite aussi de faire évoluer le statut. Moi, quand j'étais au chômage en 2015-2016, j'ai vu passer des annonces de pères aidants, souvent à temps partiel et sur la base d'une rémunération au SMIC horaire. J'ai pas pu prendre ces métiers parce que c'était pas assez payé par rapport à mon parcours. Donc moi, c'était un peu particulier. J'ai été recrutée comme référente d'insertion dans l'association où je suis aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui est arrivée après coup, qui a googlisé sur mon nom, qui a vu que j'avais un parcours de rétablissement parce que j'avais rédigé un article dans la revue Santé Mentale et qui un jour tout simplement m'a informé en entretien individuel que pour elle, ça ne lui posait aucun inconvénient, bien au contraire que je sois moi-même concernée. Et du coup, on a mis en place des dispositifs où j'ai eu la casquette de père aidante. Mise en place de groupes de rétablissement, enfin, sensibilisation à la santé mentale, au rétablissement, etc., etc. Donc moi, c'est un peu particulier parce que j'ai été recrutée sur mes compétences en insertion, en accompagnement social, bon, la connaissance de la santé mentale par le DU traitement des psychoses, mais je n'ai pas été recrutée comme père aidante. C'est après que j'ai évolué comme père aidante. Donc le salaire au départ était intéressant. Dès le départ, j'ai eu un CDI aussi.
Mais bon, je pense à tous les copains qui sont médiateurs de santé père ou père aidant professionnels salariés, qui font quand même une formation de niveau Bac+3. Bac+3, c'est la formation aussi des éducateurs spécialisés, des infirmiers, des conseillers en insertion, et pour autant qui ont un statut qui est en dessous et un salaire qui est en dessous. Ça, je trouve pas ça normal. Je fais un parallèle sur le métier de conseiller en insertion. Il y a une dizaine d'années, c'était un métier qui n'apparaissait pas dans les conventions collectives 51 et 66, qui sont les deux grandes conventions collectives du médico-social. Aujourd'hui, ça apparaît dans cette convention collective. Aujourd'hui, ça apparaît au même stade qu'un éducateur spécialisé, une assistante sociale et au même salaire. Ce que je souhaite, c'est que le métier de père aidant, ça évolue dans ce sens-là. Peut-être que pour cela, il faudrait qu'on crée un syndicat des pères aidants et qu'on défende notre statut. Merci beaucoup. Camille, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je voudrais faire parler Alicia juste auparavant. Alors, Alicia, est-ce qu'il faut vous tenir le micro? Ouais. Alors, pardonnez-moi. Je vous en prie. Voilà, je prends quelques instants. Ah oui, d'ailleurs, on ne m'entendait pas beaucoup, si? Bon, bref. Alors, Alicia, vous intervenez sur différents champs au sein de la Croix-Rouge française, l'insertion, le sanitaire, le médico-social. En plus, vous vous occupez d'un accélérateur, enfin d'une sorte d'incubateur qui s'appelle Accélérateur 21. Laboratoire d'idées. Laboratoire d'idées, pardon. Et vous m'avez notamment parlé d'une notion essentielle qui est la valorisation des parcours. Oui. Ok, super. On vous entend bien. Peut-être oui. que c'est moi qui devrais vous tendre le micro parce que j'ai l'habitude. Merci. Oui, alors du coup, par rapport à tous les parcours qu'on peut rencontrer aujourd'hui, moi, à la base, je suis plutôt diplômée en audiovisuel. Donc voilà, et c'est par le bénévolat et par justement mon savoir expérientiel et un engagement un peu plus personnel que je me suis rapprochée de ces questions de père accompagnement. Alors, en prenant conscience simplement que c'est quelque chose qu'on utilisait très souvent. On avait souvent recours à l'expérience de nos pères, à leur savoir, etc. Mais que on ne savait pas très bien finalement, on n'avait pas le réflexe de s'en saisir et de faire appel à des pairs, et on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc au niveau de la valorisation, je dirais qu'on a parlé aussi d'identification tout à l'heure. Je pense que le travail qui est aussi à faire, en plus de ces questions de statut, de formation, etc., c'est aussi aller chercher les compétences, aller chercher les savoirs expérientiels. Parce que c'est pas parce qu'on a, en tant qu'être humain, on a tous un parcours, mais c'est pas pour autant qu'il peut être partagé, qu'il veut être partagé, et c'est pas pour autant qu'on en a pleinement conscience. Donc c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui est fait, nous on essaye aussi d'apporter un plus justement sur l'animation du réseau des pairs accompagnants. Comment on va aller les chercher, quels outils on va travailler avec eux pour justement pouvoir partager par quoi on passe, et puis comment on s'adresse aussi à des personnes qui sont soit en milieu ordinaire, mais aussi en établissement, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément de lien direct avec justement tous ces outils, enfin, qui ont des difficultés parfois d'accès assez importantes aux outils de communication, qui ont quand même des démarches d'insertion sociale assez complexes. Donc voilà. Quels sont les petits outils, comment on revoit toute notre vision des compétences et du savoir expérientiel, quelle valeur on lui donne concrètement dans le père accompagnement, mais aussi au sens large. C'est-à-dire qu'un père accompagnant, pour moi, il n'est pas juste un père accompagnant. C'est aussi un individu qui a ses projets de vie, qui a sa carrière, qui a ses compétences. Et comment on fait en sorte, s'il a envie de poursuivre dans le père accompagnant, de pouvoir concilier les deux, quels outils on lui donne, quelles informations on met à sa disposition, pour que lui aussi, en tant que personne, que détenteur d'un parcours expérientiel tout à fait unique et original, il puisse s'auto-valoriser et pouvoir aussi valoriser les autres. Je pense que la valorisation, c'est une notion qu'on n'a pas souvent associée
aux personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, il y a ce travail à refaire aussi, je pense, à la base de tout accompagnement. Voilà. Pardon. Enfin, comme dans d'autres cas, vous me parliez évidemment de points de vigilance. Du point de vigilance. Quant au père accompagnement, Oui, notamment en termes de contexte, parce que les contextes varient, sont différents. oui, effectivement, c'est vrai que, comme l'expliquait très bien Jean-Luc, la plus-value du père accompagnant ou du père émulateur, c'est quand même son détachement, en tout cas son indépendance vis-à-vis du secteur médico-social. Alors, quand on veut intégrer davantage de père accompagnement dans les établissements, effectivement, il y a une question de contexte à concilier et il faut aussi pouvoir donner en tout cas, si je souhaite donner un cadre au père accompagnant pour qu'il puisse être vigilant sur certaines choses. Par exemple, où sont mes limites en tant que père accompagnant, jusqu'où je vais justement dans l'identification, à quel moment je prends du recul et je me dis non, là ça empiète sur moi, ou alors je ne suis pas capable et je dois faire appel peut-être à un autre père accompagnant. Donc ces points de vigilance, ils sont aussi à la fois sur le contexte des établissements médico-sociaux, et puis je dirais qu'il y en a aussi en fonction du type de public, le type de handicap, voilà, le type de handicap dont les personnes qui sont accompagnées sont porteuses. On a tendance à se dire que le père accompagnement, c'est réservé au handicap moteur. Or, justement, comment on fait pour aller chercher d'autres types de publics? Voilà. Je pense que les points de vigilance sont majoritairement là-dessus. Après, on peut détailler. Et puis, il y a quelque chose dont on parlait Jean-Luc, c'est aussi cette importance de préserver une certaine indépendance. Oui, parce que l'indépendance, ça permet aussi enfin, c'est quand même l'un des objectifs qu'on garde en tête dans toute démarche d'accompagnement. Alors, je ne parle pas forcément d'indépendance, parce que je sais que certains vont sursauter comme ça. Je ne parle pas forcément d'indépendance en disant, non, toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin du tout d'accompagnement des professionnels, n'ont pas besoin des établissements. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que dans tout projet de vie, dans toute démarche d'accompagnement, c'est à un moment donné de pouvoir s'en séparer, justement. Et le fait que le père accompagnant soit aussi détaché et une vision extérieure du secteur médico-social, qu'il ait, lui, dans sa vie, une indépendance vis-à-vis de toutes les solutions qui peuvent être proposées, qu'il soit créatif aussi en termes de solutions, de dispositifs. Je pense que c'est réellement un plus qui doit être exploité dans le père accompagnement, dans l'accompagnement en général. Merci Alicia. Camille. Bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose qui m'a marqué, enfin, en tout cas de très fort. Une des premières choses que vous m'avez dites, c'est il n'y a pas une seule père aidance. Oui, effectivement. Et depuis ce matin, je pense confirme. que ça se confirme. Il n'y a pas une père aidance, il y a des pères aidances multiples, parce qu'il y a des besoins multiples, parce que c'est nouveau, et puis c'est bien aussi, on est dans la singularité d'expérience, on est dans un domaine qui est particulièrement, voilà, le savoir expérientiel, transmission de savoir expérientiel, par définition, c'est multiple. Et tous les besoins sont différents. Après, il y a des choses qui, comme vous l'avez dit, et après, il y a des dénominateurs communs. Et il y a un autre dénominateur commun, je pense, enfin, moi, si je me suis engagée dans la père aidance, c'était notamment pour lutter, à mon échelle, à essayer de travailler sur la déstigmatisation des personnes avec troubles psychiques, parce que ça, c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose qui est quand même très encore fort, et sur lequel je pense que la père aidance, qu'elle soit indépendante ou qu'elle soit rattachée au sein de salariés dans des établissements, dans des équipes, ça peut vraiment aider.
Vous m'avez dit, il y a aussi quelque chose d'essentiel, ça a déjà été dit, mais forcément, il y a plein de choses en commun que vous allez dire aujourd'hui, et c'est bien normal. C'est l'importance de s'accorder sur une unité de valeur. Ouais, donc oui, c'est vrai. En fait, peut-être qu'effectivement, il y a plusieurs façons de pratiquer, mais on défend finalement une posture. On défend une posture, des valeurs peut-être d'horizontalité, d'être passer par quelque chose et se reconnaître à un dénominateur commun avec le père. On ne se définit pas aussi, c'est peut-être ça aussi, comme vous l'avez souligné, voilà, on ne peut pas forcément être aidant. Et c'est pas nous qui définissons si on est finalement le père de quelqu'un, c'est la personne accompagnée qui définit ça. Voilà, tous ces valeurs à travailler, c'est vrai qu'il faudrait un peu se regrouper pour essayer de définir ça. Un peu, voilà, peut-être moi je pense qu'au-delà des fonctions, il y a une posture qui est commune. Et puis vous êtes parmi les premières et les premiers qui développaient une plateforme. Oui, alors donc j'ai discuté un peu avec Isabelle Hainaut tout à l'heure à la pause. Donc c'est vrai qu'en France aujourd'hui, dans la pérédance professionnelle, là, je parle un peu, je resserre un peu les choses. Moi, j'ai été formée par le CCOMS, médiateur de santé père. J'ai d'abord été formée, voilà, j'ai suivi une première formation qui s'appelle Personnes ressources en santé mentale, qui est une formation courte associative. Et donc, voilà, j'ai dès le départ un peu eu accès à deux écoles, entre guillemets. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe pédagogique du DU Pérédance, donc développée à Lyon par Nicolas Franck. Et au-delà donc de travailler en tant que salarié dans une équipe, en France, ce qui va probablement se développer, c'est ce système de plateforme. Aussi, on propose, et donc à Lyon, il y a une plateforme là qui est en train de se mettre en place. Une plateforme, alors nous, on s'appelle Père Ressources, c'est encore autre chose, mais c'est justement un peu cette idée d'être indépendant, enfin indépendant, oui, de mettre à disposition des pères ressources, des pères aidants, des travailleurs pères, pour des équipes dans le sanitaire, médico-social, le social, aussi avoir des locaux propres où on peut recevoir des personnes concernées qui ne sont pas forcément dans des dispositifs de soins, mais voilà, des gens qui auraient besoin d'échanger avec un père, mais qui ne sont pas dans un système d'accompagnement. Donc, et ça, le projet est autant pour tout ce qui est troubles psychiques, addiction, neurodiversité en général. On travaille aussi voilà, avec des personnes qui vivent avec un autisme. Et donc voilà, c'est un peu l'idée de proposer un collectif indépendant de pères ressources qui avec comme ça du coup un dispositif un peu d'intervision qui serait plus facile, être dans la créativité aussi d'outils, se fédérer avec des associations aussi, pourquoi pas bénévoles existantes. On a un peu des liens déjà avec des GEM à Lyon, avec l'antenne du Rêve Lyon. Donc c'est un peu tout ça et c'est le début, c'est assez passionnant. Voilà. Merci Camille. Alban, si vous pouvez vous saisir d'un micro, ben voilà. Alors, bon, vous avez remarqué en tant que journaliste animateur... Oui, bonjour. Oui, pardon Alban, bonjour. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu. Je pensais même que vous n'étiez pas arrivé. Oui, je disais, bah, voilà, hein, en tant que journaliste animateur, je fais un tout petit peu attention au vocabulaire, je m'en amuse beaucoup aussi. Et Alban, il m'a tout de suite dit d'emblée un mot qui m'a marqué, que d'ailleurs j'ai également lu au sujet de la pérémulation. Il m'a dit, ben oui, moi je suis un médiateur passeur. Oui. Personnellement, je considère mon intervention au sein de ma structure, puisque je travaille au Chez Soi d'abord, à moitié comme un soignant et à moitié comme un patient. J'ai d'une part ce rôle auprès de l'équipe, qui est de traduire parfois un petit peu les symptômes ou disons ce que je peux voir des locataires qu'on accompagne. Et en même temps, il est aussi, en tant que soignant, d'intervenir auprès de ces locataires et d'essayer de leur donner une vision plus
optimistes par rapport à la maladie. Alors c'est assez compliqué parce qu'on est face à des personnes qui sont dans une grande précarité, donc il y a aussi une urgence par rapport justement à cette précarité. Mais voilà, je me considère un peu comme un passeur, c'est dans les deux sens, oui. Et puis, au-delà du vocabulaire, il y a, comme vous venez de le dire, il y a vraiment cette triple problématique de la précarité, des addictions, du trouble psy, qui a déjà été mentionné notamment par Camille. Et puis, il y a deux choses qui m'ont marqué également au sein de Un chez soi d'abord. C'est la temporalité et l'horizontalité. Oui. Avant d'entrer au Un chez soi d'abord, j'ai été père aidant bénévole pendant 1 an et demi à l'hôpital de Limoges, où là j'ai connu la fonction dans une vision qui est très hiérarchisée, et donc où il fallait respecter des codes. Au Un chez soi d'abord, il y a justement cette horizontalité dans les rapports entre tous les membres de l'équipe. On a des éducateurs, des infirmiers, des psychiatres, et aucune profession au sein du dispositif n'est au-dessus d'une autre. Chacun a son rôle à apporter au sein du travail. Et la temporalité aussi, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'impératif de remplissage de lits, on n'a aucune pression. Enfin, on est rattaché quand même à l'hôpital de Toulouse, mais on n'a aucune pression. Et pour nous, ce qui est important avant tout, c'est de prendre le temps avec nos locataires, de prendre tout le temps nécessaire pour essayer d'aller vers leur établissement. Et ça me paraît une donnée essentielle, c'est le temps, pouvoir prendre le temps. Pour revenir à l'horizontalité, on s'en doute un peu, mais néanmoins, concrètement, est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, comment vous vivez les bénéfices de cette horizontalité? Vous qui avez en plus connu cette hiérarchie en service hospitalier. Parce que, notamment, vous me disiez, on pratique des rencontres intersites. Ben, j'imagine que là, il y a un vrai bénéfice. Oui. On se rencontre entre les différents sites du Un chez soi d'abord, 1 fois par an. Et c'est quelque chose qui est général à tous les Un chez soi d'abord. Et cette horizontalité, c'est difficile à expliquer, mais c'est, comme je vous disais, c'est cette volonté de ne pas mettre quelqu'un en avant dans l'équipe. C'est moi, en tant que, personnellement, que médiateur de santé père, j'ai pas un rôle ni plus ni moins important que le psychiatre ou l'éducateur de l'ensemble. J'ai un rôle qui est le mien, qui est un positionnement par rapport aux soignés, par rapport aux soignants. Puis, je vous posais cette question, entre guillemets, un peu bateau. Je vous disais, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit avec un locataire? Parce que, bon, effectivement, ce sont des personnes qui ont connu une violence extrême. Enfin, être dans la rue, c'est connaître l'addiction, plus la rue, plus le trouble psy. Bon, c'est super violent. Donc, effectivement, on peut soi-même avoir des comportements violents, etc. Et j'imagine que dans la résolution de ce genre de problème, avoir justement une grande proximité avec ce qui n'est pas tout à fait sa hiérarchie, justement, ça doit quand même aider. Et ce n'est qu'un exemple. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, ça, par exemple, non? J'ai envie de dire la violence, oui, ça arrive. Oui, non, mais je veux dire, surtout dans la résolution, peut-être, non, face. Ouais. La résolution de ces situations, elle passe avant tout par un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. On a des réunions régulièrement, et quand on est confronté à des cas de violence, et Dieu sait que ça arrive, après c'est l'équipe qui passe avant tout, et on va pouvoir se réunir et décider de ce qui va suivre. Est-ce qu'il va y avoir une commission éthique? Est-ce qu'on va simplement essayer de calmer les choses et de prendre le temps? Chaque cas est bien particulier. On est souvent confronté à des problèmes aussi de nuisances sonores, de choses comme ça. Après, tout est dans le dialogue, et puis le travail d'équipe, ça passe par là. Enfin, justement, quand vous parlez de travail, je ne veux pas vous faire dire quoi que ce soit, mais est-ce que sur un exemple comme ça, est-ce que c'est plus facile parce que c'est en fonctionnement horizontal que si c'était en fonctionnement vertical? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Est-ce qu'on vous fait plus confiance, par exemple, parce que c'est en horizontal que si c'était en vertical, ou que c'est plus fluide, ou je ne sais pas. Vous voyez? Oui, parce que le dialogue, il se fait, j'ai envie de dire, de pair à pair, même si c'est pas, là, on ne parle pas de pair et danse, mais le dialogue, il se fait de pair à pair. Personne n'est tributaire d'une décision. Donc, à partir de là, c'est l'équipe qui parle. Alors maintenant, j'ai envie d'évoquer un sujet qui est un peu, comment dirais-je, un peu touchy pour certains. C'est que, en tout cas, pour ceux qui ont été licenciés, pas virés, qui ont obtenu la fameuse licence MSP à partir de 2018, médiateur de santé pair. Ils se sont dit, ouais, mais pourquoi un chez soi d'abord utilise le terme médiateur de santé pair? C'est injuste. Voilà. Bon, alors est-ce que vous pouvez réagir à ça? Alors ça, je comprends. Je comprends tout à fait. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai rien demandé. Je suis arrivé au un chez soi d'abord et on m'a bombardé, médiateur de santé pair. J'ai eu une discussion la semaine dernière avec la coordinatrice qui voulait connaître un petit peu mon rôle, mon positionnement au sein de l'équipe et qui m'a expliqué, mais oui, mais on est obligé, de par les statuts, de recruter des MSP au sein des un chez soi d'abord. Et je lui ai dit oui, tout à fait, mais dans les statuts, rien ne dit qu'il doit y avoir une formation ou un diplôme. Et c'est un peu le problème qui est traversé. Alors, ce n'est pas un problème propre au un chez soi d'abord. Il y a 18 grandes régions en France. Je crois qu'il y a 9 régions qui sont inscrites sur le dispositif de la licence en sciences sanitaires et sociales, mention médiateur de santé pair. Alors j'ai envie de dire, quid des 9 autres? La région Occitanie où je travaille, l'agence régionale de santé n'est pas inscrite dans le programme. Elle a plutôt tendance d'ailleurs à renacler par rapport à cette licence. Moi, personnellement, je suis demandeur. Si demain, d'ailleurs, mon directeur et la directrice des ressources humaines de l'hôpital travaillent pour que je puisse être inscrit en septembre à la prochaine session. Mais j'ai envie de dire, quelque part, ce n'est pas simplement des volontés régionales qui vont faire avancer au niveau des formations. Parce que, bon, il y a des régions qui ont des politiques qui vont vers la psychoréhabilitation, vers la formation des médiateurs de santé pair, et c'est très bien. Maintenant, il y a des régions qui ne sont pas inscrites, j'en fais partie. Et ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait plus, non plus des volontés régionales de suivre la licence, mais une véritable volonté nationale. Et notamment au niveau du ministère de la Santé, je pense qu'il y a des choses à revoir pour que toutes les régions puissent s'aligner vers les formations de médiateurs de santé pair. Et là, j'aurais vraiment l'appellation d'origine contrôlée. Merci beaucoup, Alban. Je vous invite à faire passer votre micro à Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste, principalement. Oui. Et alors, ouais, vous m'avez... En fait, je dis ça parce que vous m'avez tenu un discours, très... Enfin, qui m'a beaucoup élevé, quoi, très, un peu éthéré. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Éthéré. Enfin, éthéré, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, comment dirais-je, vous m'avez parlé de, oui, enfin, vous m'avez tenu un discours d'artiste, quoi. Bon, bref. Je veux pas vous perdre non plus, hein, mais. Je sais pas dans quel sens faut le prendre parce que vous Non, savez, on dit des fois dans les campagnes. Non, mais moi, oh là là, celui-là c'est un artiste. Non, mais je suis artiste moi-même. Enfin, je suis artiste. Je suis pas aussi artiste que je voudrais l'être. En tout cas, je suis sensible aux artistes. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Bref. Vous m'avez parlé notamment de liberté, d'imagination. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je veux dire, c'est que vous avez une idée de la pérédance qui est, voilà, qui est. Moi, je vous laisse dire, voilà. Ouais. Allez, salut, débrouillez-vous. Alors, je voulais dire que je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Voilà, je me retrouve là-dedans, c'est sûr. Après, je veux intervenir sur 2-3 trucs là rapidement, puis après, je vais développer effectivement ce que je vous ai dit. 2-3 trucs, c'est la question de la formation. La formation, oui, très bien, mais quelle formation? Parce que moi, la licence de médiateur de santé pair, le côté sanitaire et social, ça m'emmerde. Hein. Franchement, j'ai pas envie d'étudier ça. Le programme, c'est pas très intéressant, et je suis pas sûre que ça m'aide à être une bonne pérédante. Voilà. Moi, je suis d'accord aussi. Donc, voilà. Et ensuite,
la formation, oui, donc mettons-nous d'accord sur les formations. Et ensuite, quand on est formé, qu'on est diplômé, alors ça serait bien effectivement que le salaire suive. Parce que moi, j'ai déjà un Master 2, je ne vais pas collectionner les diplômes. En plus, j'ai un TSA, mon centre d'intérêt restreint, c'est la connaissance, apprendre, je pourrais être une éternelle étudiante, donc je pourrais en collectionner comme ça. Mais bon, combien on va me payer avec tous mes diplômes? C'est une vraie question. Parce que quand je vois passer des postes de père aidant, effectivement, comme l'a dit Catherine, au SMIC à mi-temps, ben, je ne peux pas payer mon loyer avec ça. Hein. Je ne peux pas vivre. Hein. Donc, je ne les prends pas. Voilà. Et ça ne va pas aussi dans l'idée de rétablissement. Enfin, je veux dire, quel espoir et quel espoir je vais représenter pour les gens qui viennent me voir si je suis dans une situation de pauvreté. Hein, un SMIC à mi-temps, c'est la pauvreté, hein. Employons les termes. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, je voulais répondre aussi à nos amis suisses. Parce qu'eux, ils envient notre centralisme, mais moi, j'envie leur fédéralisme. Parce que le centralisme parisien, moi je suis en province, le centralisme parisien, ça a un côté, ça redescend toujours de Paris. Mais en fait, suivant où on habite en province, ça ne redescend pas. Hein. Il y a des zones où ça ne redescend pas. Et puis on est quand même champion du monde, je trouve, en France, pour voter tout un tas de lois, etc. Mais ils ne sont jamais appliqués, enfin, ou très peu, ou rarement. Ils sont peut-être appliqués à Paris, mais je vois au fin fond de l'Allier, hein, voilà. Donc moi j'envie le fédéralisme, ça a un côté très démocratique, on réfléchit localement, on essaye de faire remonter, etc. Alors c'est peut-être lent, mais moi j'envie le fédéralisme. Voilà. Alors maintenant je vais développer mon côté artiste. Alors, vous voyez. Il y a une chose qui me venait effectivement pour la pérédance, c'est la question de la liberté. Parce que moi, cette place-là, je la vois à un carrefour. C'est bien d'être à un carrefour, c'est un peu angoissant et tout, parce qu'on dit quelle route on va prendre et tout. Mais en même temps, on est libre. Donc je suis un peu à un carrefour du soin, du social. Et le carrefour, ça permet aussi de prendre tout un tas de directions, le côté artistique, le côté sport, le côté... Voilà. Et c'est aussi, je le vois donc vraiment comme quelque chose de liberté. Et ça permet, quand quelqu'un vient nous voir, finalement, de l'accompagner, de lui permettre de trouver sa route. Et sa route, c'est pas la mienne, quoi, c'est la sienne. Donc moi, je suis là pour l'aider à trouver sa route. Et même si je me dis que sa route, oh là, je la prendrai pas, elle me plaît pas, elle est peut-être pas bonne, etc. Ou elle a peut-être beaucoup d'embûches, cette route-là, et peut-être il vaudrait mieux prendre le chemin à côté, qui me paraît avec moins de... Bah, peut-être qu'il faut quand même que je le laisse un peu aller sur sa route, qu'on en parle, qu'il commence sa route. Il peut toujours rebrousser chemin, après tout. Hein. Donc voilà. Et puis la liberté, oui, moi c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée, voilà. Donc, et alors, la force aussi, la baguette magique pour moi, enfin, de la pérédante que je suis dans le bénévolat et que je veux devenir en libéral ou dans des plateformes, je suis ouverte. Donc, ma baguette magique, c'est l'imagination, voilà. Ça, c'est ma baguette magique. Parce qu'on dit toujours, vouloir, c'est pouvoir. Bof. C'est faux, hein, c'est faux. Ça se saurait si c'était vrai. Mais on nous répète ça, c'est bien. Non, il me semble qu'entre les deux, il faut pouvoir rêver, imaginer. Ce petit mot, et si. Alors là, vous ne pouvez pas, c'est fermé, c'est noir, vous pouvez pas, c'est impossible et tout. Mais si, et si vous pouviez imaginer que, et si, voilà, ça c'est une baguette magique. Et la métaphore du père aidant, pour moi, c'est un peu la chanson du hérisson de Philippe Châtel. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en tête. Alors, je vous la chante un peu, vous pouvez chanter avec moi. Après tout, c'est sérieux comme colloque, donc on peut bien chanter un peu. Donc, oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, resse. On le caressait pas, pas. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Donc voilà. Et puis à un moment, lui... Et il y a un moment, il dit quand même... Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui voudra me rendre heureux? Puis alors, la petite fille, bon, c'est tout ça, c'est du symbolique, elle peut avoir les yeux marrons comme moi, mais bon. Et à un moment, il y a la petite fille, peut-être la père aidante, qui dit bah, moi, il n'y a que moi,
je ne vois que moi dans ce livre-là, là. Et puis le narrateur qui conclut, elle a caressé le hérisson, elle a osé, elle a imaginé, tout ça c'est du symbolique aussi, on est d'accord. Donc la petite fille, la baguette magique, elle a imaginé et elle a caressé le hérisson et sa chanson n'est plus triste et il est heureux. Voilà. C'est ça la force de l'imagination, c'est ces outils-là que j'ai envie d'utiliser. Alors ensuite, le libéral, pourquoi? Parce que, je sais pas, les institutions ne me recrutent pas. Voilà. Parce que c'est vrai, c'est beaucoup plus confortable d'être salarié bien payé. Hein. Moi, je veux bien, si on me propose demain un poste de cadre A en père aidant, je le prends, hein. Il n'y a pas de souci. Mais comme je ne vais pas attendre toute ma vie, vu que j'ai déjà un âge avancé, je me dis que je vais quand même commencer. Et puis, je n'ai pas aussi envie d'être réduite uniquement à mon savoir expérientiel. Alors, le savoir expérientiel, ça me fait quand même marrer, hein, parce qu'il y a quand même en France des philosophes au XVIIIe siècle qui se posaient la question, c'est les sensualistes, ils se posaient la question, comment on pense, comment on acquiert des connaissances. Et comme le terme l'indique, par leur sens, la porte de la connaissance, c'était leur sens, ce qu'ils ressentaient, hein, donc leurs expériences, etc. Mais après, la philosophie allemande a pris le dessus là-dessus. Un gros rouleau compresseur et tout, et on a un peu enterré les sensualistes. Donc le savoir expérientiel, oui, c'est la base. Je ne vois même pas comment ça pourrait en être autrement, comme base de la pensée, du savoir, etc. Mais j'ai aussi envie de développer d'autres cordes que j'ai acquis, tout ce qui concerne l'art-thérapie, l'écriture, voilà, le côté artistique, mais aussi le yoga, hein, le yoga que je pratique. Dans les troubles autistiques, je connais bien le sujet, il y a toute cette question de relier le corps à l'esprit. Et il me semble qu'effectivement, on ne parle pas assez dans les institutions, quand on parle de maladie psychique, on ne tient pas assez compte de la question du corps, de la question voilà, de cette incarnation. Et on ne propose pas, il y a des job coaching, mais on devrait avoir finalement des coachings sportifs, des choses comme ça. Donc moi, j'ai envie de proposer des choses de ce type-là. C'est-à-dire que j'imagine très bien qu'un entretien puisse se faire en balade, qu'on parte en balade, parce que ça remet la personne en mouvement, voilà, qu'on parte en balade avec ma chienne, par exemple. Ça remet la personne en mouvement, ça pose les choses autrement. J'ai déjà eu ce type d'expérience avec une personne qui était en pleine crise, qui a une schizophrénie et qui m'appelle au secours un dimanche où j'allais partir promener ma chienne. Et je lui dis, écoute, il fait beau, ok, allez, viens me voir, mais on va se promener. D'accord. Alors, au début, il était assez mal et tout. Puis finalement, on va dans un grand parc et tout, et on se balade, et il me raconte sa petite histoire, ses problèmes, etc., qui sont interrompus par les ordres que je donne à ma chienne. Je la fais revenir au pied, je la félicite, etc. C'était bien. Il est reparti de cette petite heure de balade. Il a pu repartir, il s'est remis en mouvement, il n'est plus resté bloqué sur son problème qui se cristallisait, il est reparti dans un mouvement et il a pu continuer. Voilà. Alors il y a ça, et puis j'avais aussi abordé la question de la ruralité. Je fais vite, hein, j'ai un programme et puis on a un horaire. Je voulais apporter aussi la question de la ruralité. Alors ça revient, le petit problème politique et tout, la ruralité. Alors la ruralité, pour moi, c'est simple, c'est l'impossibilité de la ville. Paris, c'est un enfer pour moi, hein, c'est une zone de guerre. Je suis assaillie partout de stimuli, j'ai failli me faire écraser ce matin. Google Maps me dit qu'il me fallait 10 minutes pour me rendre de mon hôtel à ici. Je me suis perdue, j'ai mis 30 minutes. J'ai failli appeler à l'aide en me disant « c'est pas possible, je reconnais rien ». Enfin bref, je suis mieux à la campagne, il y a moins de bruit, moins de densité, je sais pas, je suis mieux. Donc je me dis que j'ai envie d'aller travailler dans des zones rurales. Sauf que c'est un désert aujourd'hui. Moi, je connais bien la Savoie, c'est ma région natale, mais elle n'est pas concernée trop par le désert. Mais je connais bien le Puy-de-Dôme, l'Allier, l'Indre, le Cher. C'est des zones où il n'y a plus rien. Enfin, le Puy-de-Dôme, non, mais l'Allier, l'Indre, le Cher, la Creuse, c'est terrible. Voilà. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, c'est des endroits qui me plaisent. Je vois le pays de George Sand, où je me suis baladée dernièrement. Il reste des demeures magnifiques. Je vois tous les romans de George Sand. J'imagine George Sand, Chopin, Flaubert, Balzac, etc. Et aujourd'hui, je vois des maisons en ruine, je ne vois plus rien. Je vois des maisons médicales qui n'arrivent pas à recruter. Je vois des services publics qui ont fermé. Je ne vois plus que des vieux. Je vois de la souffrance psychique. Je vois énormément d'alcoolisme, énormément de dépression, de tentatives de suicide, de troubles psychiques qui ne sont pas soignés. De toute façon, les médecins, il n'y en a qu'un, il n'a pas le temps. Et moi, j'aimerais bien intégrer une maison médicale
et faire partie d'une équipe là et de pouvoir recevoir comme une paire avec mes outils adaptés aux différentes personnes que je reçois, des gens qui peuvent de temps en temps aller consulter à Bourges qui a 1 heure ou à Montluçon ou à Tours parfois qui a 2 heures et qui entre 2 rendez-vous comme ça pourraient voilà, bénéficier d'un suivi et d'un soutien. Bon, voilà. Ça pose aussi des questions de rémunération. Alors je vois bien qu'au niveau politique, il y a une volonté de couvrir tout le territoire et de permettre le rétablissement sur tout le territoire. J'espère que ça sera avant que ces territoires soient de véritables déserts, qui soient complètement morts, parce qu'ils sont en train de mourir. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je regarde mon truc. Non, je crois que j'ai fini. Merci. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Oui, Steph, il y a un micro qui... Il en reste un? Merci. Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit, parce que finalement, la conclusion, c'est quand même que ce n'est pas simple, cette histoire. Et qu'on voit bien qu'il y a à la fois besoin d'un cadre, parce que je pense que sans cadre, on va aussi dans des dérives, et il y a de la dérive, beaucoup peut-être aussi dans le monde du handicap. Il y a quand même ce qu'on appelle un marché du désespoir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Et en même temps, il faut une grande souplesse parce qu'il y a une grande variété de personnes, une grande variété de besoins. Et je crois que l'enjeu, il va être là. C'est effectivement quelle formation? Une formation, mais où va être le socle commun à tous? Où va être ensuite la couleur qu'on va pouvoir donner pour pouvoir finalement être dans de la pair-aidance ou de la pair-émulation finalement d'une multitude d'individus? Tous les handicaps ne se ressemblent pas. L'histoire des handicaps n'est pas la même pour tous. Donc Alicia leur disait, mais c'est vrai qu'au début, on a beaucoup assimilé la notion de pair-aidance peut-être au handicap physique. Le handicap mental, au sens très large, dérange beaucoup plus, inquiète beaucoup plus. Donc il y a effectivement toute une modulation à faire. Il y a aussi des handicaps, moi je le vois dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme, on est un peu des petits nouveaux sur la scène. Il y a quelque temps encore, on ne pouvait pas s'imaginer que des personnes autistes déjà puissent prendre la parole et en plus être dans une situation comme ça de relation d'aide, c'était presque incompatible avec notre diagnostic. Après, on a des enjeux aussi forts, c'est-à-dire que si je prends le cadre de l'autisme, il n'y a pas que l'autisme, une quand même de nos particularités, c'est la communication. Comment on va rentrer dans une relation d'aide aussi avec nos pairs dans cet acte communicatif fort? C'est une vraie question. Et je crois que ça remet aussi à l'ordre du jour une notion, alors j'aime pas trop ce terme, mais je crois qu'il y a un avant et un après aussi. La formation, l'avant, c'est aussi peut-être, on n'en a pas parlé, mais la notion d'éducation thérapeutique. On ne se lance pas dans la pair-aidance 2 semaines après avoir été diagnostiqué. Il y a un travail à faire sur soi, il y a une prise de recul. On a parlé dans la formation, il y a un savoir, un savoir-faire, un savoir-être à acquérir, au-delà de l'expertise d'usage. Donc oui, l'expertise d'usage est le cœur et le moteur, je pense, du pair aidant et du pair émulateur. Mais n'en oublions pas, surtout si on veut faire valoir un vrai statut, une vraie reconnaissance, une professionnalisation à partir du moment où on souhaite rentrer dans certains cadres ou s'inscrire dans certains actes. L'expertise d'usage, je crois que ce serait une erreur aussi de se faire passer pour des tout-sachants. Voilà, on s'inscrit dans un maillage, il y a des professionnels, il y a des familles, il y a des parents, il y a nous. Et effectivement, on nous a longtemps oubliés, donc il est temps. Mais il va falloir avoir effectivement il y a un cheminement, je pense, et après un cheminement qui doit se décliner. Et c'est là où je suis un peu inquiète, tout comme on parlait de centralisation au niveau de Paris, il ne faudrait pas non plus qu'à un moment donné, ce métier avant tout humain rentre dans une espèce de case rigide qui finalement ne nous permette plus de nous adapter, aux différentes formes de handicap, mais aux différentes personnes à l'intérieur même des catégories de handicap. Ne l'oublions pas. Oui. Moi,
Je suis très contente qu'on ait abordé à la fois l'aspect un peu formel de la père aidance et à la fois l'aspect beaucoup plus sensible. Parce que je pense que toute la difficulté, en fait, elle est là. C'est-à-dire comment on trouve le juste milieu entre les deux. Parce que voilà, quand on... Alors, et là, c'est justement un point de vigilance, c'est que quand on se professionnalise, entre guillemets, un petit peu trop sur le domaine de la père aidance, ben, on commet l'erreur de beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on est là dans notre quotidien, dans nos missions, avec nos petites fiches actions, alors on doit accompagner telle personne, par quoi on passe, enfin voilà, on a un peu nos protocoles et nos habitudes, et je pense que maintenant ça fait un certain temps que les discussions elles sont ouvertes sur la pérédance en France, pas seulement, on l'a vu tout à l'heure, justement, au bout d'un moment, il faut arriver à prendre du recul et à respirer un peu. Et à voir justement quelle est la particularité, quelle est la sensibilité de chacun. N'oublions pas qu'on a affaire à des personnes enfin, on a tous rencontré des difficultés et ça peut vite, ces difficultés de la vie, elles peuvent vite nous renfermer dans une certaine autocensure. Et la première étape, ce serait aussi de sortir de ça et régulièrement de prendre de la distance justement sur cette autocensure et de se réapproprier un petit peu son parcours, mais aussi son fonctionnement. C'est-à-dire à quoi je suis sensible, qu'est-ce qui me plaît dans la vie. Et que c'est pas un détail. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on s'enferme dans un fonctionnement trop formel de la pérédance en se disant qu'on est là juste pour faire de la réhabilitation, qu'on est là juste pour faire du conseil, qu'on est là juste pour accompagner. On est aussi là pour ouvrir un peu les perspectives. Moi, je connais des gens qui ont différents types de handicap, mais je connais des gens, quand on leur dit, ben voilà, je pense que tu devrais passer un coup de fil à un tel, parce qu'en ce moment, il est un peu en difficulté, et puis voilà, il aurait peut-être besoin d'un conseil sur 2 ou 3 choses. Ils nous disent, ben, moi, je suis pas du tout formée pour ça, ou alors, voilà, j'ai pas le temps, j'ai ma vie à côté, j'ai mes activités. Et ça aussi, il faut qu'on le prenne en compte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont à donner très peu de choses, et il y en a qui ont à donner beaucoup de choses à la pérédance. Mais c'est aussi ce qui fait leur force et leur puissance, en fait. C'est qu'autour de ça, ils ont des activités sportives, des activités artistiques, des activités professionnelles. Et ça leur permet justement d'avoir une vision tout à fait nouvelle. Et ça se renouvelle sans cesse, en fait. Dans la pérédance, on est sans cesse dans l'innovation. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment exploiter et qu'on ne doit pas oublier dans ce mélange de problématiques très terre-à-terre, finalement. Merci. Jean-Luc, un petit mot? Un petit mot concernant C'était ça? Oui? Vous aviez envie de dire un mot? Concernant la formation, oui. Une petite... Rapide. Pour nous, la formation, elle doit surtout pas être d'un niveau trop élevé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une formation de père émulateur sans que... si on met cette formation à un trop haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut plus... On fait de la pérémulation auprès de personnes, de travailleurs de CAT, des personnes qui sont exclues, qui ont été exclues des systèmes d'éducation et du travail. Et donc, si on leur met... il faut que ces personnes-là, elles ont de l'expérience. Et l'autonomie n'est pas forcément liée au niveau d'éducation. Il y a des gens qui sont autonomes, qui ont développé les moyens de leur autonomie avec des niveaux d'éducation parfois très, très basiques, voire inexistants. Donc, mais elles ont des choses à transmettre. Donc c'est aussi pour ne pas exclure personne. Si on commence à trier un petit peu les meilleurs pour pouvoir être les coachs de ceux qui doivent apprendre à se valoriser, on va être un petit peu compliqué. Et une dernière remarque, c'est pour dire que ce que nous avons marqué dans la pérémulation, c'est que c'est un continuum. C'est-à-dire que c'est plus qu'un objectif, c'est une étape. C'est-à-dire qu'on est pérémulé, on devient pérémulateur, et après, on a vu que les gens, ils s'envolaient. C'est-à-dire que notre problème, c'est que plus on formait des pérémulateurs, et moins on en trouvait. Parce que les gens, finalement, ils se formaient à la pérémulation, ils faisaient de l'intervention de pérémulation et de la formation, et à partir de ce moment-là, plus ça allait, plus ils trouvaient l'autonomie. C'est comme si le fait d'être pérémulateur, c'est-à-dire de changer, de passer de la position d'aider
aidant et accompagnant. C'est-à-dire que quand je forme des professionnels, moi, j'accompagne des professionnels vers une nouvelle compréhension. C'est moi qui les accompagne. Et c'est d'ailleurs ce que je leur dis. Ce qui est intéressant dans la situation, c'est que pour une fois, on va inverser les rôles. C'est moi qui vais vous aider aujourd'hui. Et donc là, on voit que chacun peut avoir la place de l'autre. Donc on peut intervertir les places. On est un coup aidant, un coup aidé. Et ça humanise toutes les relations. C'est une base. Et donc le fait de retrouver cette position d'aidant en tant que père émulateur et formateur, ah ben ça va permettre aux ailes de l'autonomie de se déplier finalement et à la personne de s'envoler vers l'autonomie. Et j'ai retrouvé des pères émulateurs plusieurs années après. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi je suis coach, j'ai créé mon petit truc et tout. Donc ben, il est autonome finalement. Et finalement on a gagné le bazar. Mais l'objectif, la cible, c'est pas tant le père émulé que le père émulateur, qui est aussi une cible, parce que c'est lui qui va s'envoler finalement, et que c'est une étape de l'autonomie. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire pas trop l'enfermer. Et c'est aussi pour ça que nous avons des réticences à vouloir enfermer cette fonction-là dans une profession bien cadrée, bien particulière. Il faut laisser la liberté à tout ce monde-là. Il faut engager une dynamique, mais pas enfermer dans des choses trop strictes. Merci Jean-Luc. Catherine, une minute. Très brièvement, en fait, pour rebondir sur tout ce que vous avez dit sur déjà la singularité de la relation qui s'établit entre un père aidant ou un père émulateur avec un usager, c'est une relation qui est quand même affective. Hein. On parle beaucoup d'empathie dans le travail de l'accompagnement. Moi, je dis aussi que la sympathie est essentielle, mais la sympathie, ça nécessite aussi d'être très vigilant, d'éviter la projection, de prendre du recul. Pour cela, la formation, c'est intéressant, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est l'analyse de pratique. Ça se passe souvent au sein des organismes, hein. L'analyse de pratique, voire un travail de supervision. Moi, je le paye à titre personnel avec un psychanalyste à l'extérieur. Mais voilà, c'est important de garder cette singularité de relation père aidant usager. Il ne faut pas qu'on soit trop formaté par une formation au risque d'être blasé et de ne plus garder cette singularité-là. Mais ça nécessite aussi d'être vigilant. Voilà. Merci à toutes et tous.